À toi. Oui, alors moi j'ai rencontré Jean-Marc Pilote en 1974 quand j'étais étudiant en sciences politiques à l'UQAM. Et Jean-Marc à cette époque-là avait déjà une réputation d'être un penseur marxiste. Il avait écrit des textes sur Gramsci, sur Lénine. Mais Jean-Marc aussi, une de ses particularités, c'était d'avoir écrit un livre qui s'intitulait Les travailleurs contre l'État. C'est un bouquin qui portait sur le Front commun de 1972 dans le secteur public et parapublic au Québec. Puis moi, ça, c'est une question qui m'intéressait énormément parce que j'avais participé à ce mouvement-là avec mes professeurs à l'époque. Et aussi, j'avais vu mes professeurs d'école élémentaire et secondaire participer au mouvement gréviste et j'avais participé avec eux autres sur les lignes de piquetage. J'étais allé piqueter avec eux autres par solidarité. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à Jean-Marc Pilote, à cause, bon, de des avenues d'analyse autour des auteurs marxistes, mais aussi à cause de son analyse des luttes des salariés syndiqués. OK. Puis c'était quoi l'action, l'action syndicale dans laquelle tu étais là? Est-ce que ça, plus tard, c'est revenu aussi ou tant Ouais, qu'à y être, allons-y? moi, ce qui s'est passé, là, je vais faire un petit bout sur mon cheminement intellectuel là, à ce moment-là. Moi, j'ai quitté l'UQAM en 1975. J'étais allé étudier à l'Université Laval, puis j'ai commencé des études de maîtrise. À ce moment-là, moi, je devais suivre un cours avec Jean-Marc Pilote. Mais j'avais trop de cours durant cette session-là, j'avais juste besoin de 6 cours. Donc, j'ai abandonné le cours de Pilote qui portait sur syndicalisme et politique. Et là, c'est plus tard que moi, j'ai gardé des contacts avec Jean-Marc. Parce que, je m'intéressais à des questions, les deux, on s'intéressait à des questions pour lesquelles on trouvait qu'on avait des intérêts communs, comme entre autres les jeunes. La question syndicale aussi. Moi, j'ai été conseiller syndical à la CSN, puis durant cette période-là, j'ai rencontré Jean-Marc qui venait nous voir à l'occasion au Conseil central de Montréal pour alimenter sa réflexion critique sur certains enjeux puis certains débats qu'il y avait à l'intérieur de la centrale. Donc, c'est comme ça que j'ai maintenu et entretenu un lien avec lui. Ça a été jusqu'à mon burn-out. Et là, mon burn-out à la CSN, ben là, moi, je me demandais... Comme délégué syndical? Comme conseiller syndical. Hein? J'ai été 3 ans et demi conseiller syndical et là, j'ai fait un burn-out. Et moi, je m'étais dit à ce moment-là, je vais aller finir mon doctorat. Puis celui avec qui je me voyais finir mon doctorat, c'était Jean-Marc. Mon doctorat, moi, je le faisais sur les négociations dans le secteur public et parapublic au Québec. Et le seul avec qui je me voyais faire un doctorat, c'était avec lui à cause de son ouvrage qui avait porté sur les travailleurs contre l'État. Sauf que moi, la conjoncture que j'avais et les développements historiques que j'avais, c'était un renversement de perspective. Si Jean-Marc avait écrit un livre qui s'intitulait Les travailleurs contre l'État, moi j'en écrivais un qui était L'État contre les travailleurs et les travailleuses. Et c'est comme ça que lui et moi, on a développé une certaine complicité intellectuelle. OK. Et puis, y a-tu des aspects... Dans Pilote, là, souvent, les aspects personnels jouent beaucoup. Ouais. Les amitiés, Ouais. les feelings, Ouais. tout ça. Ouais. Puis, est-ce que cet aspect-là de ton amitié avec lui, est-ce que vous avez développé une amitié plus que ou juste un lien intellectuel? Non, moi, mais écoute, le lien amical auquel tu fais allusion, là, je pense qu'il est venu au moment où il a sorti son livre Sens et politique. Moi, je me souviens d'avoir lu ce livre-là. J'étais étudiant de Jean-Marc, j'étais étudiant en doctorat avec lui. Et quand ce livre-là est sorti, moi, j'avais pris comme une pause dans ma thèse pour lire le livre. Puis j'étais allé le voir, puis j'avais discuté avec lui. Et tu sais, c'était comme... On parlait d'un sujet là, pour lequel là, il n'était pas question, je disais, d'approfondir davantage. Mais en tout cas, Jean-Marc avait trouvé ça intéressant et c'est comme ça qu'on a commencé petit à petit à développer une relation d'amitié. Bon, ça portait à la fois sur un ouvrage qui venait d'écrire que moi je trouvais qu'il était majeur dans son cheminement. Puis c'est ça. OK. Mais tu as parlé du syndicat. Ouais. Euh, euh, c'était quoi son lien avec comme la centrale Ouais. des syndicats de la CSN, La CSN. et puis avec les syndicats en général? C'était quoi le lien, là, mettons, organique? Ouais. Il n'y avait pas de poste à la CSN, il n'était pas dans une structure, Ouais. mais c'était quoi ce lien-là? Est-ce que c'était un Ok. lien... Je te corrige. on- on- Je te corrige. Jean-Marc a déjà été vice-président de la FNEC.
Alors, Ok. Jean-Marc a d'abord et avant tout été dans son syndicat, le syndicat des professeurs de l'Université du Québec à Montréal, mais il a aussi été vice-président de la FNEC. Et Jean-Marc a eu, je veux dire, un certain nombre de contributions dans certains débats. Toute la position de la CSN sur la question de l'éducation, Jean-Marc y a beaucoup réfléchi. Puis Marcel Pépin, à l'époque, avait développé des liens particuliers avec les profs de l'UQAM. Quand la CSN avait à se prononcer sur un certain nombre de questions, la CSN n'hésitait pas à solliciter des avis de professeurs d'université. De sorte que Jean-Marc était très à l'aise à la CSN, parce que la CSN, c'était une centrale qui était ouverte à la part des intellectuels. Puis, en tout cas, moi, je vais te le dire, cet apport-là, je veux dire, a des origines lointaines à la CSN. Gérard Picard avait développé des liens avec des universitaires aussi au Québec, de sorte que, sauf qu'on était dans une période de radicalisation à la CSN, puis la perspective d'analyse radicale et marxiste de Jean-Marc était très bien accueillie à l'époque. Moi, je me souviens, quand j'étais au Conseil central de Montréal, que j'y travaillais comme salarié, Jean-Marc, il venait nous voir, puis là, je veux dire, on l'accueillait toujours à bras ouverts. Je veux dire, le fait de pouvoir discuter avec lui, ça faisait en sorte que nos discussions étaient enrichies, puis ça débordait aussi dans les débats qu'on avait dans Centrale. Mais sur cet aspect-là, Jean-Marc, OK, il y avait un poste, là, donc ça lui permettait d'intervenir, mais en plus, il était consulté. Oui. Mais il me semble qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de marxistes-léninistes, du monde en lutte, du monde du PCO. Ouais. Et puis Jean-Marc qui s'est jamais vraiment aligné dans aucun des partis, aucune des tendances. C'était quoi cette dynamique-là qui se passait? Il me semble qu'il devait y avoir des conflits. Là, ça devait irriter beaucoup de monde qu'il ne s'embarquait pas directement. Ben, Jean-Marc, qui était très critique à l'endroit des organisations syndicales, puis c'est ce qui l'a amené à un moment donné à développer le volet syndicaliste de combat. Jean-Marc n'a jamais été dans une vision courroie de transmission, il n'a jamais été dans un rôle paternaliste à l'intérieur du mouvement syndical. Jean-Marc a toujours voulu garder son indépendance d'esprit. Jean-Marc a toujours voulu cultiver une position critique par rapport aux décisions d'appareil. Jean-Marc n'a jamais été servile de personne. Okay? Jean-Marc, c'est un têtu, c'est une tête dure, c'est une tête de piotte. OK, on va le dire comme ça. Et c'est ce qui fait à la fois son intérêt, puis c'est ce qui fait à la fois qu'il peut être aussi redoutable pour certains, puis il peut être détesté par certains. Jean-Marc, c'est pas quelqu'un, je veux dire, tu sais, qui nous fait vivre dans une douce complicité avec la tranquillité. Jean-Marc, c'est quelqu'un qui aime voir les choses bouger. Puis ça, je pense qu'il faut l'accepter. C'est un intellectuel engagé. En partant de là, on ne sait pas ça va être quoi la position qu'il va développer. Et c'est ce qui fait que c'est intéressant de discuter avec lui. Mm-hmm. Et puis, donc, son apport, là, quand vous parlez syndicaliste de combat, pour un néophyte, là, syndicaliste de combat, c'est un synonyme, mettons, syndicaliste, combat. Ah, ben, c'est pas le cas. Hein? C'est pas le cas. C'est ça que j'aimerais qu'on développe. Oui, parce que Jean-Marc a développé des thèses à ce sujet-là où il oppose syndicaliste affairiste à syndicaliste de combat. Jean-Marc, c'est quelqu'un qui a toujours voulu voir derrière l'action sociale militante une portée ou un volet politique. Jean-Marc s'est toujours dit que dans la société, il y avait aussi une structure de pouvoir qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas se soustraire à l'action politique. Donc, à cause de ça, le syndicalisme ne doit pas se confiner uniquement à la sphère de revendication économique, elle doit aussi déborder du côté politique. Alors, Jean-Marc a développé un certain nombre de thèses là-dessus. OK. Fait que quand on parle de syndicalisme de combat, là, c'est ce que ça signifie. C'est pour l'essentiel un syndicaliste qui ne ferme pas la porte à l'action politique, mais c'est aussi un syndicaliste largement démocratique qui fait en sorte qu'il n'y a pas de coupure bureaucratique entre la base et le sommet. OK. Fait que c'est pas juste une négociation sur les conditions de travail, l'argent, mais il déborde sur le politique. Oui. Puis je pense que le plus beau cadeau que le mouvement étudiant n'a pas fait cette année à Jean-Marc Pilote, c'est justement de s'être inscrit dans une perspective de syndicaliste de combat. Ils ont développé eux autres même leur propre thèse et leur propre vision du syndicaliste de combat, mais celui à avoir mis ça de l'avant des années 70 à aujourd'hui, c'est Jean-Marc Pilote. OK. Et puis l'UQAM,
y es-tu le fondateur y es-tu un des fondateurs du syndicat de l'UQAM? Des profs? Je peux pas te dire exactement si... T'étais pas là, toi. Non, moi, j'étais pas là. Non, moi, je veux dire, Jean-Marc Pilote, je l'ai connu en 1974. Okay. J'ai lu quelques-uns de ses textes dans la revue Parti pris. Sauf que moi, je veux dire, Jean-Marc, on a quand même un écart d'âge, là. Okay. Mais toi, tu viens d'où? Moi, je viens de Ville-la-Salle. Okay? Moi, de Ville-la-Salle. OK. Moi, j'étais un enfant de la classe ouvrière. Okay. Mon père travaillait à la Norton Electric à la Chine. Puis bon, c'est plus tard que j'ai rencontré Jean-Marc à l'UQAM. OK. Et puis, dans sa pensée, quels sont les éléments dans ses réflexions, en tout cas philosophiques ou politiques, dans sa philosophie politique, qu'on peut dire, là? Quels sont les aspects, là, toi, avec lesquels tu communiques? Qui m'interpelle. Ouais. Moi Jean-Marc, je pense en tout cas qu'un des livres majeurs qu'il a écrit, c'est son livre sur les penseurs du monde occidental. Jean-Marc nous a montré à travers cet écrit-là qu'il était un philosophe de grande envergure, capable de faire une présentation d'au moins 30 auteurs qui ont marqué la pensée de l'Antiquité grecque jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on peut lui en être redevable d'avoir fait une présentation très rigoureuse. Moi c'est ça le point, je veux dire, qui m'interpelle chez Jean-Marc. C'est sa vision critique des choses, puis le volet rigueur. Moi, si je suis allé faire un doctorat avec Jean-Marc Pilote, c'est parce que je savais que je ne m'entendrais pas forcément avec lui. Parce que, puis ça a été un des objets de la première discussion qu'on a eue ensemble, parce que quand je lui ai présenté mon sujet de thèse, j'ai dit à Jean-Marc, toi, tu as écrit un livre qui s'intitule « Les travailleurs contre l'État », mais moi, je vais être obligé d'écrire une thèse qui pourrait avoir comme sous-titre « L'État contre les travailleurs ». Puis Jean-Marc m'avait dit « Jusqu'au projet de thèse, j'accepte de travailler avec toi. Puis à ce moment-là, on décidera si on continue ou pas. » Puis moi, je me souviens, quand j'étais arrivé avec mon projet de thèse, puis que j'y avais montré, j'étais convaincu qu'on allait avoir des points de rupture sur un certain nombre de choses. Puis Jean-Marc m'avait dit, la différence entre toi et moi, c'est la suivante. Moi, à mon époque, j'avais juste à ajouter le qualificatif de bourgeois à l'État, puis les gens m'applaudissaient. Toi, tu es obligé de donner un contenu à cet État-là que moi, je n'avais pas justifié à l'époque. Et partant de là, Jean-Marc avait trouvé la démonstration enrichissante pour lui. Puis c'est comme ça qu'on a décidé de continuer. Fait que Jean-Marc, pour moi, c'est à la fois quelqu'un qui réfléchit à des choses concrètes. OK? Entre autres, les négociations dans le secteur public et parapublic, mais c'est aussi quelqu'un qui a une vision historique et intellectuelle des grands débats qui ont marqué la philosophie politique de l'Antiquité grecque aujourd'hui, de sorte que quand tu arrives avec des questions concrètes, il est capable de t'ancrer dans le débat intellectuel du monde occidental. Y a-t-il des points, je veux pas finir là-dessus, là, mais y a-t-il des points, tu disais, ben, tu sais, qu'on s'entendra pas, ouais. OK, là, c'est un peu large, là, ce que tu viens de dire, puis très vite, j'imagine que vous vous êtes entendus là-dessus, mais y a-t-il d'autres points ou dans son attitude d'intellectuel, ou dans sa pensée qui te font réfléchir, ou qui t'amènent à avoir comme une sorte de dissension avec lui. Y en a-tu? Okay. Y en a pas? Moi, le livre que Jean-Marc a écrit a un certain espoir. C'est un livre à caractère autobiographique. Et là, dans ce livre-là, Jean-Marc arrive avec une certaine vision de l'État, puis avec une position assez précise sur la question nationale. Et je trouve que Jean-Marc aurait intérêt à approfondir ces deux aspects-là. Parce que pour moi, la question nationale, tant aussi longtemps que le débat autour de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 et la loi constitutionnelle de 1982 n'est pas terminé, pour moi, le problème de la question nationale reste d'une acuité incontournable au Québec. Sur la question de l'État, Jean-Marc a été un des premiers intellectuels à véhiculer au sujet de l'État qu'il s'agissait, au Québec, là, entre autres, qu'il s'agissait d'un État bourgeois. Bon, c'est certain que Jean-Marc, en tout cas, quand il se prononçait de cette manière-là, il y avait, entre autres, les thèses d'Althusser en tête et certaines thèses marxistes-léninistes. Sauf que pour moi, l'État reste foncièrement un État bourgeois à cause de la nature des rapports de travail qu'il impose dans cette société-là. Jean-Marc semble, au cours des dernières années, avoir pris un certain virage réformiste par rapport à l'État. Il parle de comités thérapeutiques sur lesquels pourraient siéger éventuellement des représentants de l'État, etc.
Moi, quand je regarde le gouvernement Harper, c'est pas certain. Pantoute que ces gens-là, représentant le gouvernement Harper, auraient une position sympathique à l'endroit des gens qui seraient en faveur d'une forme d'euthanasie. Fait que Jean-Marc, en tout cas, mérite, à mon avis, moi, Jean-Marc devrait approfondir sa compréhension puis sa nouvelle position, à la fois autour de la question nationale et de la question de l'État. Je trouve qu'avec la question nationale, ben, plusieurs des entrevues que j'ai faites, il n'y a pas gros à date, là, mais que c'est un peu vite évacué, cette question-là. Moi, c'est comme s'il disait, OK, ça suffit, là, on passe à d'autres choses, mais toi, tu penses qu'on peut pas passer. Ben, c'est-à-dire que moi, je pense que le projet de l'indépendance politique ne peut pas être porté uniquement que par le PQ. Alors, partant de là, je veux dire, c'est clair que le PQ a pris un certain nombre de virages au cours des dernières années qui ont eu pour effet de dépouiller la question nationale de toute orientation sociale. Ceci étant dit, comment on s'en sort de ce débat-là? Un, je ne le sais pas. Mais deux, ce que je sais, moi, vivre dans un pays qui s'appelle le Canada et qui a deux lois à portée constitutionnelle qui s'appellent l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 et la loi constitutionnelle de 1982, qui ont pour effet d'engendrer des injustices au Québec, moi, je pense que ces deux lois-là doivent être réécrites ou bien on fait un pays. Une des questions que je l'avais jamais vu toucher, mais qui a touché récemment, c'est la question qui touche la loi 101, le français, puis tout ça. Là, il vient d'écrire un texte, là, ce que tu as peut-être reçu, la lettre, une petite lettre que lui et Couture, Jean-Pierre Couture ont écrit, et puis qui vont un peu dans le sens de Neveu, là, qui a écrit aussi dans le Devoir, là, tu sais, que la métropole, faut pas être accroché sur le fait que ça s'anglicise, mais toute cette question-là de la langue ou il semble tout à coup préoccupé par ça. Là. Ben, moi j'espère, parce que moi je veux juste te donner un exemple. Le gouvernement libéral de Jean Charest, qui avait comme ministre responsable de la langue française, la ministre Saint-Pierre, elle disait ne pas être affectée par le phénomène de l'anglicisation de Montréal parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants de l'Université McGill, Concordia, etc. Moi, je me suis toujours demandé comment ça se fait que ces étudiants-là, quand ils étudiaient à McGill, à Concordia, n'étaient pas obligés de suivre au moins 6 crédits de leur formation en langue française. Il me semble que le minimum pour manifester une intégration quelconque pendant leur séjour ici, ça pourrait être ça. Et ça ferait en sorte que quand ces gens-là travaillent dans la restauration pour aller chercher des revenus, pour les soutenir durant leur étude, ben ils pourraient s'adresser à nous autres en français au lieu de s'adresser à nous autres en anglais en nous disant « Sorry, I don't speak French ». Pour moi, c'est clair que ça ne règle pas le problème de l'anglicisation de Montréal, parce que toute la question aussi des entreprises qui œuvrent à Montréal et qui sont sous le couvert du Code fédéral du travail. Alors, pour moi, en tout cas, ce code-là mérite aussi d'intégrer des volets puis des aspects de la loi 101. Alors voilà, mais tu sais, moi je pense qu'il faut arriver avec des choses concrètes pour avancer dans ce débat-là. Sinon, c'est l'érosion du français qui en souffre. Là, je switch un peu. Peux-tu évaluer un petit peu, toi, c'est quoi sa place, Piot, là, dans le monde? Tu sais, il y a des intellectuels qui nous influencent. Piot, on n'arrive pas à le voir. On voit plusieurs écrivains, plusieurs penseurs qui passent dans le Devoir. Lui, pas souvent, ni dans la presse. Mais il passe des fois. Hein? Il passe dans le Devoir. Des fois. Oui, il passe dans le Devoir des fois. Oui. Des fois. Mais j'ai été surpris d'ailleurs que cette lettre-là ne passe pas là, dans le moment, parce que vraiment, je te l'enverrai, il devrait te l'envoyer. Parce qu'elle touche des points bien... il prend les mêmes positions là, que Neveu et l'ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Voyons. Ouais, tu sais, t'as lu ça. T'sais. Mais, mais c'est quoi sa place, là, si on pouvait... moi, je le perçois comme une sorte, pas d'imminence grise, mais quelqu'un qui a une influence diffuse. Beaucoup d'intellectuels et de monde qui sont dans l'action politique répondent à voix Piot comme une sorte de se place par rapport à Piot. Ouais.
ils ont une idée de pilote, mais peut-être pas le vrai pilote, mais en tout cas, ils ont une idée, puis ils se placent. Est-ce que c'est vrai, ça, ou est-ce que tu peux évaluer ça, toi, un petit peu? Ouais. Moi, je pense que Jean-Marc Pilote, c'est un intellectuel incontournable. Je pense que c'est un phare PHRE de sciences politiques. Même Gérard Bergeron me parlait de Jean-Marc Pilote. Même Gérard Bergeron, qui était une éminence grise au Québec, a lu beaucoup d'ouvrages de Jean-Marc Pilote. Moi, je pense en tout cas que... Écoute, Jean-Marc roule sa bosse depuis plusieurs décennies. Jean-Marc était étudiant au collège et il publiait déjà. Jean-Marc, c'est quand même quelqu'un qui est un intellectuel engagé dans la société. Ça fait au-delà de 50 ans qu'il participe au débat, ça fait au-delà de 50 ans qu'il prend des positions. Veut pas, par rapport à certains enjeux, Jean-Marc reste un incontournable. C'est quelqu'un qu'on doit absolument lire pour pouvoir, à un moment donné, faire avancer des idées neuves en sciences politiques. Fait que pour moi, Jean-Marc, là, c'est un incontournable. OK. Peut-être une petite dernière question, c'est plus sur la vie, l'amitié, la vie, le sport. Oui. Je sais que tu es un maniaque de bicycle aussi. Ouais. Puis que lui, on dirait que c'est maintenant l'essentiel pour lui, c'est là. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu en connais? Il y a ça, il y a tous les aspects personnels qui m'intéressent un peu, là, tu sais, je sais pas ce qu'on va sortir, on peut prendre une phrase, deux phrases, là, mais il y a évidemment ses amours, il y a évidemment ses liens avec du monde qui sont un peu anarchistes, que ce soit Patrick Straham, puis que ce soit tout ces... Ah, il est éclaté. Jean-Marc est éclaté. Tous ces aspects-là, plus le bicycle, tout ça, j'aimerais ça parler de ces aspects personnels Ouais, écoute, moi je vais te dire une affaire. Celui qui aurait causé, je pense, le plus de difficultés à Hermann Broch, c'est Jean-Marc Pilote. Parce que Hermann Broch, c'est un auteur autrichien. Parce que Hermann Broch, il voyait les gens à travers une grille qui était très particulière. Puis c'est une grille, je veux dire, tu sais, de personnages stéréotypés. Jean-Marc est complètement, je veux dire, c'est à l'opposé de ça. Jean-Marc, c'est quelqu'un qui peut cultiver des liens avec des gens, je veux dire, qui sont les plus straight possibles, comme avec les personnes les plus éclatées possibles. Jean-Marc, il est à la fois un pied dans l'originalité complètement atypique, puis un autre pied dans le fonctionnement bureaucratique très rationnel. Et en tout cas, puis c'est ça, donc Jean-Marc, qui est à la fois du côté du chaud puis du froid, puis il est fait ainsi. C'est ce qui lui a permis un peu, je veux dire, de réussir dans la vie, c'était d'être capable de jouer sur ces deux tableaux-là. Moi, en tout cas, Jean-Marc, oui, j'ai fait du vélo avec lui. On est allé en faire dans le Vermont à quelques reprises, on est allé en faire en Estrie. Sauf que ce qui me ralentit en ce moment, c'est que je peux juste en faire sur du plat, parce que j'ai une déchirure du ménisque. Fait que, mais quand je vais être opéré, puis que je vais aller mis, puis que je vais avoir l'autorisation de mon médecin, je vais aller faire du vélo avec lui, parce que c'est bien agréable de pédaler avec lui. Puis Jean-Marc, c'est quelqu'un qui est très fier et très orgueilleux en vélo. Je veux dire, il est dans la 70aine, et il aime ça être éclaireur. Et pour être éclaireur, il faut que tu sois capable de partir de la queue, puis aller à la tête à un moment donné. Puis Jean-Marc est très compétitif de ce côté-là. Il aime ça, pousser les gens en bout, puis à la limite, puis en vrai donc. Puis, en tout cas, voilà, c'est ça. Fait que ça fait à un moment donné que quand on fait des promenades de vélo avec lui, c'est ni banal, ni anodin. Bon, ça, c'est intéressant. Il y avait un autre petit point, là, que je m'excuse. Non, c'est correct. Ça m'est venu Ah oui, plusieurs parlent de ses exigences, de sa méthode d'enseignement quel rapport avec lui là-dessus comme étudiant, puis comme est-ce que tu te sentais poussé, est-ce que tu te sentais est-ce que pour toi cet aspect-là là, de maître sévère et fouettard, est-ce que ça c'est un côté Moi je vais te dire que l'avantage que moi j'ai eu par rapport à d'autres étudiants et puis d'autres étudiantes. Tantôt, j'ai mentionné que je m'étais inscrit à un cours avec Jean-Marc Pilote en 1975 et le cours, je l'ai annulé parce que j'en avais pas besoin. Et je pouvais terminer mon bac avec les autres cours, etc. Puis moi, je me suis dit à ce moment-là, Pilote, je me le réserve pour la fin. Et la fin, c'était quoi? C'était le doctorat. Alors moi, j'ai eu une relation ultra privilégiée avec Jean-Marc Pilote parce que j'avais un rapport de 1 à 1.
Moi, c'était le modèle, là, à Cambridge que j'avais avec Jean-Marc Pilote, là. C'était mon maître et moi, j'étais son étudiant. Et moi, je faisais un doctorat avec lui. Et quand on fait un doctorat, je veux dire, c'est quand même là une épreuve assez particulière parce que c'est un rite initiatique. C'est le moment où on abandonne le statut d'étudiant pour devenir un père. Et Jean-Marc, moi en tout cas, mon rapport avec lui, Jean-Marc m'a toujours dit, on va se rencontrer quand tu vas écrire des choses. On ne se rencontrera pas juste pour parler pour parler. La seule fois qu'on a fait ça, parler pour parler, c'est quand il avait écrit un livre, Sciences et politique, puis que là, je l'ai rencontré par hasard, puis j'ai dit j'aimerais ça te parler, puis on en a parlé. Et le rapport que moi j'ai eu avec Jean-Marc, c'était un rapport d'étonnement de ce côté-là. J'y remettais des textes, puis là, je disais à quel moment est-ce que je peux m'attendre à avoir des nouvelles de toi, puis là, il me disait genre une semaine. Le lendemain, il m'appelait, puis là, il me faisait venir à son bureau, puis là, il me faisait un meilleur résumé du texte que moi j'aurais pu faire. Et c'est ça, moi j'ai eu un rapport extrêmement privilégié avec Jean-Marc. Le seul moment où on a eu une petite divergence de vue, c'est au moment de la production du projet de thèse. Moi j'ai remis un texte, puis là Jean-Marc me fait venir chez lui dans un délai assez court, puis là il me dit, Yvan, il dit ça, il dit, c'est l'équivalent de ton premier chapitre, puis de la moitié de ton deuxième chapitre. Puis là, il prend un crayon, puis il sort un petit papier, puis je l'ai encore, le petit papier, si tu veux le voir tantôt. Puis là, il m'écrit genre, problématique 2 points, hypothèse 2 points, méthode 2 points. Et ça, Jean-Marc me dit, Yvan, c'est comme ça que tu vas arriver à formuler un projet de thèse. Fait que moi, j'ai dit, ben, j'avais enfin le maître qui m'ouvrait la lumière. Puis ça, il a fait ça de manière mais absolument pas paternaliste. C'était vraiment, je dis, dans un rapport de coaching. Moi, j'ai eu droit au meilleur du pilote qu'on a pu avoir, parce que moi, Jean-Marc, il a toujours, à l'exception de ce texte-là, puis il ne l'a pas rejeté, le texte, mais à l'exception de cet épisode-là, il a toujours extrêmement bien réagi à mes textes. Puis moi, je me souviens, bon, j'ai remis un texte 2 semaines plus tard, puis c'était un nouveau texte, puis c'était un texte assez substantiel, il y avait 70 pages. Puis Jean-Marc, en tout cas, il m'avait dit, bon, donne-moi 2 semaines. 3 jours après, j'ai un téléphone de lui, puis sa conjointe, Marie, qui me dit, elle dit, il en vient encore pas, il se demande toujours comment tu as pu faire ça. Puis moi, c'est ça. Jean-Marc, c'est quelqu'un qui était très encadrant. Jean-Marc, c'est quelqu'un qui était très stimulant intellectuellement. Jean-Marc, c'est quelqu'un qui passait ses évaluations de manière très claire, très nette, très précise. Puis c'est quelqu'un qui n'était pas complaisant, puis c'est quelqu'un qui ne te mentait pas. Il te donnait l'heure juste. Fait que moi, en ce sens-là, puis le rapport que j'ai eu, c'est un rapport de 1 à 1. Ben, qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, je veux dire, l'autre avec qui j'ai eu un rapport comme ça dans ma vie, c'est Guy Rocher. Fait que moi je suis très chanceux, hein. Je veux dire, j'ai eu les 2 grands phares intellectuels du Québec en sciences politiques puis en sociologie. Mais sciences politiques de gauche, on s'entend, là. Puis sociologie, je veux dire, tu sais, sociologie, là, très ouverte sur la contestation puis sur la réforme. Moi, j'ai eu, là, les 2 grands intellectuels qui ont marqué le 20e siècle, la fin du 20e siècle au Québec. Moi, j'ai eu ça comme maître.